Le spectaculaire dans le film de Pasolini. On peut dire tout d'abord qu'Oedipe Roi est considéré comme un film plutôt classique par rapport aux autres films de Pasolini, par rapport par exemple à Akatone ou Mama Roma. En effet, dans ce film, il dit lui-même qu'il a respecté certaines règles du cinéma pour la première fois. Il a accepté les règles inhérentes à cette forme d'expression, alors que ses premiers films, selon lui, étaient basés plutôt sur une certaine inexpérience. Quelles sont les origines du spectaculaire dans le film ? Le spectaculaire, en fait, est créé par le choc entre le réalisme et l'antiréalisme. On a ici, par exemple, une image. Cette borne ici évoque plutôt l'Antiquité grecque. Et pourtant, à l'arrière-plan, on est sur un paysage typique de l'Italie du Nord. Il associe un paysage plutôt réel, des images réelles, avec un élément, une borne plutôt irréaliste à cet endroit-là. Donc, c'est ce qui crée l'origine du spectaculaire. On travaillera sur 4 aspects du spectaculaire: la mise en scène, l'étrangeté, la violence et le surnaturel. D'abord, la première partie, ce qui est en lien avec le spectacle à proprement parler, c'est-à-dire la mise en scène. Les costumes et les accessoires sont très spectaculaires. Dominique Noguès signale qu'ils sont sans lieu, sans date. On a du mal à les situer, ils sont en dehors de l'histoire, nous dit Pasolini. Les costumes sont bariolés, colorés, pesants, atemporels. On voit bien qu'à chaque fois, ce sont des costumes splendides et aussi d'une certaine primitivité. Pasolini veut sans doute rejouer les rites des religions anciennes en leur donnant une forme nouvelle. On a ici les quatre exemples, les coiffes, les tiares, les casques et les masques. Donc on voit bien grâce à ces images l'aspect spectaculaire des costumes et des accessoires. On pourrait avoir l'impression qu'ils partent dans tous les sens, ces costumes. Au contraire, ils suivent une sorte de fil rouge. Ils créent un univers cohérent. Par exemple, l'utilisation des coquillages se fait à plusieurs reprises, sur plusieurs personnages. Même chose pour la tiare, qui est utilisée par Polybe Laios, mais aussi Oedipe. Donc, grâce à tout ceci, ces retours-là d'éléments, de matériaux, ils créent un univers cohérent. Les costumes ont plusieurs fonctions. Rendre le spectacle splendide, et c'est Danilo Donati qui en est le créateur, mais aussi révéler la nature et le caractère des personnages dès qu'ils apparaissent. Très vite, on devine qui ils sont grâce à leurs costumes. Et enfin, introduire le sentiment du magique et du sacré dans le film, les costumes n'étant absolument pas réalistes. La musique est aussi quelque part spectaculaire. Il crée un folklore multiculturel, des chants populaires russes, roumains, des rythmes nord-africains, Mozart, le bruit des grillons, bref, des éléments qui n'ont a priori rien à voir ensemble sont mêlés dans le film. Les chants sont entamés par des groupes qui sont des groupes de personnages ou carrément rajoutés après en off sur le film. Mais surtout, ils sont dits dans une langue incompréhensible. Là encore, on est sur quelque chose d'étonnant, de spectaculaire. Les fonctions de la musique sont signalées par Pasolini. La musique a une fonction esthétique, didactique. Elle permet de gêner la localisation historique, elle est donc intemporelle et elle augmente le mystère. Donc la musique a un rôle essentiel dans le spectaculaire. Deuxième partie, étudions maintenant l'étrangeté de ce film. Cette étrangeté est due d'abord à la post-synchronisation, souvent utilisée par les cinéastes italiens pour éviter la prise directe du son sur le terrain. Le son est donc rajouté après en studio et ça permet plus facilement de produire les films à l'international. Dans le film de Pasolini, à certains moments, il y a un décalage entre la bande-image et la bande-son, et Pasolini nous dit que ça donne un nouveau mystère au film. Par exemple, dans 3 séquences, on retrouve ce procédé-là. À chaque fois, c'est Tirésias, l'oracle ou le sphinx qui sont des intervenants, des personnages importants. Ils représentent le savoir et la vérité. On peut dire que cette post-synchronisation de ces 3 scènes montre que pour Pasolini, la parole prophétique est dissoute dans le film. Quelque part, il dégrade la parole sacrée de ces personnages dans le film. Voyons tout de suite une scène représentant donc l'oracle de Delphes, le moment où la Pythie donne des informations à Oedipe. Regardez bien la scène du début jusqu'à la fin, nous en reparlerons encore tout à l'heure. Guardati nel tuo destino
c'è scritto che assassinerai tuo padre e farai l'amore con tua madre. Hai capito? Nel tuo destino c'è scritto che assassinerai tuo padre e farai l'amore con tua madre. Questo dice il Dio e questo inevitabilmente si compirà. E adesso vattene di qui. Non contaminare questa gente con la tua presenza. Ensuite, deuxième procédé après la post-synchronisation, les intertitres. Ils sont souvent utilisés, ces cartons en noir et blanc. Ils expriment les pensées et les paroles des personnages. Et à chaque fois, bizarrement, le spectateur trouve cela brutal et étrange puisque Pasolini mêle dans son film une technique propre au cinéma muet alors que le film est sonore et parlant. Donc c'est très étonnant, très spectaculaire. Autre procédé, les regards caméra. Certains personnages regardent directement la caméra, comme s'ils avaient conscience de la présence de la caméra. Et donc le spectateur trouve ça très étrange également. Il est un peu mal à l'aise. Regardons cette scène pendant laquelle Jocaste regarde très longuement la caméra, comme si elle nous fixait. L'utilisation de la caméra, c'est aussi un autre élément, une autre technique. Pasolini filme avec la caméra sur l'épaule. La caméra est donc instable. Les déplacements ne sont alors pas fluides. Quand on utilise ce procédé-là, c'est en général pour donner un effet de réel, pour montrer que la scène n'est pas préparée, pour montrer que les personnages sont libres. Or, ici, dans ce film, la caméra portée exprime plutôt un sentiment d'urgence, de vérité, alors qu'elle filme en même temps quelque chose qui est imaginaire, totalement recréé. Donc une sorte de paradoxe. Regardons cette scène. C'est le moment où Oedipe va découvrir Tirésias. Regardez comme la caméra va bouger pendant que le film avance. Autre partie, nous arrivons maintenant à ce qui est en lien avec la violence dans le film. Très importante la violence dans le cinéma italien, caractéristique des années 1960.
pour les cinéastes, c'est un moyen de faire concurrence à la télévision. Et très souvent, il relie la violence et l'érotisme. C'est vrai pour le cinéma pasolinien aussi, en particulier dans le film Salaud, qui est une suite de viols et de tortures. Et puis la violence, ça fait directement partie du mythe, et plus précisément du mythe oedipien. La violence dans le film, elle est à chaque fois montrée. Regardez la liste de scènes très violentes qui nous sont montrées dans le film, et puis vous avez ces 3 photographies qui vous les rappellent. Les moyens techniques pour représenter la violence, ils sont un peu désuets, un peu simplistes, un peu archaïques. En effet, le spectateur ne voit pas le coup porté, mais plutôt ses conséquences. Regardez cet exemple. C'est le moment où Oedipe tue un des soldats de la suite de Laios. Or, pour éviter de montrer le moment où il tue pour que ça paraisse crédible, il filme la scène à contre-jour avec un soleil couchant. On ne voit donc pas le coup porté, mais bien les conséquences de cet acte. La violence est donc importante, mais elle est aussi accompagnée d'un certain surnaturel. Il ne faut pas confondre surnaturel et fantastique. Le surnaturel dans le film, c'est plutôt la création d'une atmosphère particulière, qu'on retrouve grâce à l'utilisation du procédé du discours indirect libre, nommé donc ainsi par Pasolini. C'est en fait montrer un monde fictionnel, mais à travers le regard, la sensibilité perturbée d'un personnage. On a un exemple, rappelez-vous la première scène que je vous ai montrée, la rencontre avec la Pythie. D'abord, c'est une scène étrange, le rituel est étrange. Cette femme, sous un arbre isolé, mâche une poignée de riz ou de semoule et elle prend la parole devant une foule qui attend très loin d'elle. Et cette étrangeté, elle est mise en évidence par des procédés cinématographiques. D'abord, la Pythie est filmée en contre-plongée, surexposée, pour mettre en évidence la supériorité de l'expression du sacré. Et puis, quand elle a fini de parler, on voit Oedipe qui s'éloigne d'elle pour traverser la foule. Et à la toute fin de la scène, la même image est reproduite, mais la foule a disparu et la Pythie aussi. Donc, on nous filme côte à côte 2 réalités qui sont incompatibles et pourtant qui sont mêlées. En fait, Pasolini veut nous dire que Oedipe a tellement été bouleversé par les paroles de la Pythie qu'il oublie qu'il est à côté d'elle et qu'il est à côté au milieu d'une foule. Donc, il mêle un point de vue objectif, la foule, la Pythie qui sont là sur la colline, avec un point de vue subjectif, la foule qui a disparu par le regard d'Oedipe qui est plongé dans ses pensées. C'est la technique du discours indirect libre. En conclusion, on peut dire que le cinéma pasolinien est un cinéma plein de contradictions, de paradoxes. Il mélange un spectacle classique et moderne, du réalisme et de l'irréalisme, des décors naturels et des costumes invraisemblables, un jeu, une sorte de mise en scène très visible, et en même temps la recherche d'un effet de réel avec la caméra portée. En fait, il ne cherche pas à résoudre ces contradictions, au contraire, à les maintenir vives. Quelles sont les fonctions du spectaculaire? Nous faire rêver, certainement. Nous faire réfléchir par le choc des images violentes. Nous déstabiliser, nous faire réfléchir sur l'art, pourquoi pas? Et puis peut-être nous faire revenir à l'origine du monde, nous faire revenir à un monde archaïque basé sur le sacré. Ce sont les fonctions du spectaculaire dans Oedipe Roi de Pasolini.